Alors, bonjour à tous, bienvenue à cet autre lunch du Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Mon nom est Yvan Cournoyer, président du CIQ, à la barre de ce lunch immobilier avec notre ami Jean-Philippe qu'on va introduire sous peu. Donc, soyez les bienvenus. On espère que vous êtes confortablement installés dans votre bureau, à la maison, dans la voiture. On vous prend n'importe où. Donc, on vous invite à vous affairer à vos claviers pour poser des questions à notre invité. Aujourd'hui, on va parler d'architecture, donc ne tardez pas trop à poser vos questions, qu'on ait le temps de toutes les traiter. Et j'aurai le plaisir d'être avec notre ami Jean-Philippe Claude. Salut Jean-Philippe, ça va bien? Yes, ça va bien, Yvan. Ça va bien toi? Comme Batman et Robin. Pareil. OK, c'est qui Batman? C'est toi, Batman, moi je suis Robin. Hey, comment c'était ton tournoi de poker? Ah non, malheureusement, j'ai pas pu de tout mon cœur. C'était un événement qui semblait extraordinaire. J'ai même écrit à l'organisateur, mais non, j'ai pas pu. J'ai rencontré des investisseurs au hockey. Donc, on a eu un beau match à 10-2. On a pu scander encore Guy et Guy dans les estrades. Donc, belle fin de saison au niveau du hockey. Ouais, 10. Ils ont gagné combien? 10-2, ouais, 10-2. C'est Quand ça. même. Ouais, là, ils ont éliminé le chandail. Bref, on ne parlera pas de tout ça tout le temps, mais ils ont éliminé le chandail. Puis c'est ça, c'était quand même un petit geste symbolique d'avoir gagné 10-2. Ok, beau moment, belle fin de saison. Une saison difficile, mais belle fin de saison. Yes, puis les gens du banc, s'ils sont là, on les salue, qui ont fait un tournoi de poker pour ramasser des fonds pour le 24 heures de Tremblant. Donc, quand même, un bel événement, semble-t-il. Donc, soyez salués, messieurs et mesdames du banc. Aujourd'hui, on parle d'architecture avec notre invité, une membre corporative tout nouvelle au club. On a Marie-Ange Adouceau. Bonjour. Salut Marie-Ange, ça va bien? Ça va très bien, et toi? Ça va très bien. Merci d'être là, c'est très apprécié. Ça me fait On va plaisir. passer un bon moment ensemble. On va parler évidemment d'architecture et on va répondre aux questions des gens. Mais avant peut-être d'aller dans les questions, on vous invite à partager le live pour courir la chance de gagner 3 prix qu'on fait tirer à la fin du live. On fait tirer un 250 $ de rabais sur le programme Élite, donc le programme de coaching et mentorat. À la régie, je ne sais pas si on peut le mettre, Lise, le prix, 250 $. Sinon, il y a également la formation de ce soir avec notre ami Jean-Philippe qui est transformé en opportunité des multilogements trop chers. Donc, formation en ligne de 19h à 22h. Et on a également le livre qui a le même titre qu'on a coécrit, moi puis Jean-Philippe, donc transformé en opportunité des multilogements trop chers. Un très bon complément à la formation. Donc, c'est les prix qu'on fait tirer. On vous invite à partager le live et à indiquer dans le chat le mot « partager ». Oui, comme on voit là, Jean-Philippe avec le super livre. Donc, P-A-R-T-A-G-E, accent aigu, très important de l'indiquer comme il faut. Si vous mettez E-R ou E-Z, ça ne fonctionne pas. Donc, à vos claviers. Donc, Marie-Ange, est-ce que tu peux te présenter sommairement ainsi que ton entreprise? Ben oui, certainement. Alors, je suis installée à Saint-Jean-sur-Richelieu. J'exerce comme architecte pour tout type de projet, plus spécifiquement des projets résidentiels, des nouvelles constructions, de la transformation et du commercial. J'aime beaucoup les investisseurs immobiliers que j'ai proches de moi, que ce soit des amis, mais aussi des clients. Alors, ça me fait extrêmement plaisir d'être ici aujourd'hui parce que je constate que les investisseurs immobiliers, vous êtes des passionnés. Et parfois, il y a certaines notions qui peuvent vous échapper. Alors, ça me ferait plaisir de pouvoir vous accompagner sur des choses peut-être un petit peu plus de l'ordre de quel professionnel choisir pour quel type de projet. Alors, voilà, ça me fait plaisir d'être là. Excellent. Sois la bienvenue. On a déjà des questions dans le chat un peu plus techniques, mais on va y aller avec peut-être une petite question générale, Jean-Philippe, avec Marie-Ange. Une question Oui, bien sûr. Mais, ouais, on va y aller avec une question générale, en fait, que chaque investisseur se pose. Technologue en architecture versus architecte. Bon, ça commence. J'ai un chat dans la gorge, désolé. Déjà, en parlant d'architecture, ça commence. Technologue en architecture ou architecte, quand on a besoin des deux et pourquoi? OK, parfait. Alors, effectivement, c'est une excellente question. Souvent, certaines personnes font l'amalgame entre un technologue et un architecte. Un technologue, lui, il a davantage fait des études collégiales. Un architecte a fait des études universitaires. Tous les deux font partie d'un ordre professionnel, que ce soit l'architecte ou le technologue. Si ce n'est que le technologue, il est limité au niveau des projets qu'il peut faire.
si on y va de façon très simple, pour des projets résidentiels, le maximum qu'il peut faire, c'est 2 étages et 600 mètres carrés bruts. Sans compter qu'au niveau du sous-sol, toujours pour du résidentiel, il peut faire 1 étage. Donc, par exemple, s'il devait y avoir 2 étages pour un sous-sol, il ne pourrait pas travailler sur ce type de projet-là. Donc, ça, c'est vraiment la façon la plus simple de les distinguer. Ensuite de ça, il y a certains projets que le technologue ne peut pas toucher. Donc, par exemple, que ce soit des établissements de réunion, des cinémas, des discothèques, des garderies ou des établissements de soins pour des nouvelles constructions. Là, il ne pourrait pas travailler sur ce type de projet-là. Tandis que l'architecte, c'est assez simple, c'est défini sur la loi sur les architectes. Il peut travailler sur tout type de projet. OK, intéressant. Moi, intéressant parce que j'apprends quelque chose. Et Yvan, en même temps, vas-y. Moi, j'apprends quelque chose parce que moi, je suis technicien en architecture. C'est quoi la différence entre technicien et technologue? Oui. Je ne savais même pas qu'il y avait une différence entre les deux. C'est ça, exactement. Ben, il y a une différence parce qu'en tant que technicien en architecture, tu n'es pas membre d'un ordre. Ça, c'est la première des choses. Donc, tu ne peux pas signer et sceller tes plans et tu ne pourrais pas utiliser non plus le titre de technologue. Tu garderais vraiment celui de technicien. Tu serais limité au niveau des projets que tu peux faire de la même façon que le technologue le serait. Donc, c'est vraiment ça la nuance. Le technologue fait partie d'un ordre et à ce titre-là, c'est important aussi de vérifier parce qu'ils sont affichés sur le site de l'ordre des technologues. OK, excellent. Ben, merci de la précision. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? J'en ai vu une tantôt de Danny qui était assez précise quand même. Là. Oui. Insonorisation, oui. Il y avait. Oui, ça peut être insonorisation, sinon ça peut être Alexandra, comme tu préfères. Yvan, je te laisse y aller. Je n'ai pas vu Alexandra. On va y aller avec Danny. Parfait. Danny. Voilà. Insonorisation, ouais, ça, c'est des questions techniques au niveau des architectes. C'est très technique, mais tu sais, vas-y, évidemment, ça dépend de chaque projet. Bien sûr. C'est certain. C'est la première chose que je veux préciser. Parce que l'insonorisation, ça peut toucher aussi bien une maison. Donc, par exemple, quelqu'un qui voudrait s'installer un gym au sous-sol, on l'a vu avec la pandémie, certaines personnes se sont aménagées des espaces de vie plus confortables, les gyms étaient fermés. Alors, à ce moment-là, au niveau insonorisation, ça va être dans la composition des planchers, puis la composition des murs, qu'on va être en mesure de peut-être rajouter une laine Roxul insonorisante, ou si le mur est déjà fermé, on peut simplement intervenir en rajoutant une membrane acoustique. Donc, il y a différentes façons de le faire. Par contre, pour des projets beaucoup plus gros, de la nouvelle construction, ça, c'est sûr qu'on est obligé d'y aller au cas par cas. Donc, ça dépend de l'usage qu'il y a entre 2 espaces. Ça dépend de la composition de plancher aussi. Est-ce qu'on est avec un système en béton ou est-ce qu'on est avec un système en bois? Ça ne va pas avoir le même impact. Alors, je dirais, c'est Dany, si je ne me trompe pas, qui avait posé la question. Exact. Je dirais à Dany que peut-être hors scène, si je peux me permettre, ce serait d'être plus précis sur quel type de projet il veut travailler son insonorisation, quel type d'usage et c'est quoi qui est vraiment recherché comme performance. Parce que ça va jouer aussi sur la composition. Problème qu'on vit souvent, Dany, je présume, là, 90% du temps dans les multilogements, avec des plaintes de locataires qui font du bruit. Oui, définitivement. Les vieux immeubles. Les vieux immeubles, on vit ça mitoyen, horizontal, vertical, on vit ça relativement fréquemment. Même dans des trousses, je voyais des gens qui achetaient des petites mousses en dessous des pattes, là, des trousses de bienvenue de locataires avec les petites mousses pour les pattes. Ça, c'est quand même une bonne idée. Ouais. Hey, Alexandra, midi 2, je pense que c'est intéressant. Est-ce que c'est à l'architecte ou, mettons, au propriétaire d'aller chercher une dérogation mineure auprès de la municipalité? Oui, c'est une excellente question. Tout est vraiment une question de définition de mandat. Alors, par exemple, lorsque vous approchez un architecte, souvent, ce qui peut arriver, c'est que vous simplifiez un peu la vie en lui demandant de faire simplement les plans pour le projet. Mais si il y a une discussion qui est faite au cours du projet ou avant le projet pour aller chercher une dérogation mineure, alors c'est simplement de discuter avec le professionnel pour voir s'il peut l'inclure dans ce mandat.
parce que cette démarche-là va nécessiter un petit peu plus de temps. Ça va mettre en fait le professionnel, l'architecte, ou comme j'ai dit, le technologue, au défi de devoir discuter avec la ville et de faire des documents supplémentaires. Donc, pour simplifier, c'est que oui, l'architecte peut s'occuper de faire la dérogation mineure, mais c'est simplement qu'il faut le lui demander. OK. Puis est-ce que vous faites en tant qu'architecte des mandats à l'heure, des consultations, là, sans faire, je fais des plans, puis j'en aurai pour tant de milliers de dollars, des consultations à l'heure, mettons un forfait? Bien sûr. Ouais. Oui, tout à fait. On peut, d'ailleurs, on n'est pas obligé de commencer un mandat complet avec des plans tout à fait détaillés qui seraient déjà prêts à être soumis pour permis ou pour construction. On peut partir sur un mandat très simple qui servirait déjà à vérifier c'est quoi les réglementations, à connaître un petit peu la volumétrie du projet. Donc oui, ça, on peut travailler à l'heure sur un projet, ce qu'on appelle un projet conceptuel ou une étude de faisabilité. OK, intéressant. Intéressant. Je ne sais pas si Jean-Philippe, tu as eu la chance de cibler d'autres questions dans le chat. Ou si non, mais les gens, c'est drôle, on parle beaucoup d'insonorisation. J'imagine qu'il y a quelques problèmes d'insonorisation. Ouais. On en a vécu de toutes sortes, des problèmes d'insonorisation dans nos multilogements. On parlait du Sonopan aussi. Donc, c'est intéressant. Sinon, moi, j'en avais une de mon cru, en fait. La question qui tue tous les investisseurs en ce moment, les délais. Oui, les délais. Les délais. Donc, quand on parle d'un agrandissement, nouvelle construction, je sais, Marianne, je travaille dans plusieurs villes. Allons-y vers un exemple de neuf. Là. On achète un terrain, de l'achat du terrain jusqu'au premier coup de pelle, ça ressemble à quoi? Architecte inclus, ville inclus, ça pourrait ressembler à quoi? De façon très transparente, je dirais que ce serait une moyenne d'1 an à compter. Okay. Oui, définitivement, parce que souvent, ce qu'on oublie, c'est aussi le temps d'échange avant d'arriver à une version qui convienne aux clients. Alors, ça, c'est important. Et puis, il y a un autre aspect, c'est celui d'inclure d'autres professionnels, surtout pour une nouvelle construction. Ça va prendre d'avoir un ingénieur sur le dossier. Et il faut pouvoir aussi compter ces délais et faire en sorte qu'on assure la coordination entre ce qui a été fait en architecture, ce qui a été fait en structure, jusqu'à la version finale. Et puis, par la suite, la balle est dans le camp de la ville parce que c'est elle qui va analyser les dossiers et être en mesure de dire, bon, ben, on accepte le projet tel qu'il est. Et si en plus il y a la composante d'un aspect patrimonial, si le terrain est dans un secteur protégé, alors à ce moment-là, il y a encore d'autres délais qui vont se rajouter parce que justement la ville va donner son regard sur l'architecture qui est proposée, ce qui peut parfois amener le projet à retourner sur la planche à dessin, à devoir faire des modifications. Donc, de façon transparente, en moyenne 1 an, ce qui permet de ne pas créer de fausses attentes, mais et aussi de prendre son temps pour bien faire le projet. Ouais, c'est bon parce qu'à Montréal, on parlait maintenant, là, on dit qu'il y a presque 2 ans maintenant à Montréal en moyenne là, pour aller chercher. Mais il y a une crise du logement, mais il n'y a personne qui s'adresse à ce problème-là. Donc, si j'ai des élus à Montréal ici qui nous écoutent, s'il vous plaît, crise du logement, si on peut accélérer ce processus-là, je pense que tout le monde serait plus heureux et il y aurait plus de logements construits. Fait que voilà, ça a été mon coup politique de la journée. C'est lancé. C'est important, les délais, quand on a des prêteurs privés, Jean-Philippe. Absolument. Absolument. Donc, c'est à considérer le 2 ans à rouler du privé. D'ailleurs, il y avait Laurence Vincent, hein, il y avait un événement, je pense, avec la Chambre de commerce au niveau des constructeurs. Super article dans la presse aussi, Laurence Vincent des condos Prével. Justement, cette discussion-là avec la ville, si jamais il y en a qui veulent aller lire ça, c'était super intéressant. Si tu veux la mettre dans le chat, peut-être, Jean-Philippe, moi j'ai une question pour toi, Marie-Ange. On sait que l'inspection en bâtiment au Québec n'est pas régie, mais on se fait souvent recommander de faire appel à quelqu'un qui a un ordre professionnel comme un architecte, un ingénieur, un technologue ou un inspecteur en bâtiment, évidemment. Mais est-ce que les architectes, c'est un service qu'ils offrent ou c'est de plus en plus délaissé, l'inspection en bâtiment, ou c'est quand même encore très présent? C'est une excellente question. Il y a certains architectes qui le font encore. Tout est une question de responsabilité par rapport au fond des architectes.
petite parenthèse, les architectes sont responsables de toute la pratique qu'ils ont. Ils sont inscrits à l'ordre des architectes et ils sont assurés par le Fonds des assurances du Québec. Donc, si dans leur champ de pratique, ils ont mis l'inspection des bâtiments, alors à ce moment-là, oui, ils vont l'offrir et ils vont en être responsables. Alors, c'est de bien vérifier, en fait, avec l'architecte s'il offre ce service-là, en fait. Mais oui, il y en a encore qui le font, notamment, par exemple, pas même avant l'achat d'un bâtiment, mais même lorsque le bâtiment est en activité, notamment pour des copropriétés, où est-ce qu'il faut vérifier les façades, s'assurer que le bâtiment est en bon état. Donc, il y a des architectes qui vont faire une inspection préventive à cet égard. Donc, c'est de bien vérifier avec le professionnel s'il offre ce service. OK, excellent. Est-ce que tu l'offres? Moi, je ne l'offre pas. OK. Excellent. Hey, Jean-Philippe, je ne sais pas si c'est moi, là, Patricia, à 12h17, il me manque un bout. Là, je ne sais pas si j'ai un petit glitch de mon côté, mais il me manque un petit bout de question. Fait que j'espère que je n'arrivais pas sur une question à moitié à un moment donné. Est-ce que tu as ça de ton côté? Ça semble être bon, ça semble être bon. En fait, on parlait, c'est une longue question, on ne la mettra pas à l'écran parce que Marie-Ange, on va te perdre dans l'écran, mais est-ce qu'un architecte est obligé de travailler avec ses plans en se basant sur un budget avec le client dès le départ? S'il ne parle pas de budget dans un projet de réno majeur, depuis le début du projet, que les coûts finissent par ne pas être réalisables, quoi faire? J'imagine qu'il doit y avoir une forme d'estimé quand tu rentres dans un projet ou une forme de contrat. J'imagine que c'était un peu la question de Patricia. Ouais. Donc, la question, c'est de savoir si l'architecte travaille avec un budget, la première partie de la question. Oui, mais encore faut-il que ce budget lui soit communiqué. Donc, c'est très important dès le départ de s'entendre sur ce budget-là. Si la personne ne parle pas de budget, à un moment donné, oui, l'architecte peut faire un estimé préliminaire des coûts de construction budgétairement, qui peut être basé sur un nombre de pieds carrés. Donc ça, il y a plusieurs indexations qui existent sur laquelle il peut se fier justement pour donner un aperçu du projet. Et la dernière partie de la question, c'était je l'ai pas gardé, c'était quoi exactement que Patricia voulait? Il n'y avait pas plus de détails que ça. C'était juste réno majeur, en fait. Des réno majeur, coûts finissent par ne pas être réalisables. OK, c'est exactement ça. Si finalement les coûts, donc si on part du principe que l'estimé ne reflète pas le budget, à ce moment-là, il faut pouvoir réduire le projet tout en essayant de conserver la programmation du client. Donc, il y a une révision de la conception du projet qui est à faire. Okay. Et comment on suit ces coûts-là? En fait, est-ce que l'architecte a une certaine responsabilité dans le sens où on établit un budget, on crée un bâtiment sur papier? Est-ce que l'architecte a une certaine responsabilité? Est-ce que là, les coûts sont tellement variables? Y a-t-il genre de liaison où on fait un estimé? C'est une excellente question, surtout avec la COVID. On l'a vu qu'il y a vraiment une variabilité des coûts de construction liés au coût des matériaux et de la main-d'œuvre aussi qui a augmenté. Ça va beaucoup dépendre de la définition du mandat parce que la définition du mandat, elle a une valeur contractuelle. Donc, et ça va dépendre aussi des changements qui peuvent être apportés en cours de route sur le projet. Est-ce que l'architecte a une responsabilité par rapport à la volatilité des coûts? Excusez-moi. Non. Mais par contre, il a une responsabilité par rapport au budget qui a été annoncé dans la définition du mandat. Donc, il faut s'assurer de respecter ce budget-là. Okay. Intéressant. Yvan, à toi la parole. Oui, les amis, ça file quand même. Déjà 12h20. D'après moi, on va prendre un bon 35 minutes facile, peut-être 40 minutes même. Mais avant de vous lister, de vous énumérer, dans le fond, nos annonces en rafale, on vous invite à partager le live pour courir la chance de gagner 3 prix qu'on fait tirer à la fin. Et qu'est-ce qui s'en vient au club prochainement? Ce soir, formation avec notre ami Jean-Philippe sur transformer en opportunité des multilogements trop chers. Formation en ligne.
Donc, il y a encore de la place, évidemment, c'est en ligne, on peut s'inscrire. Donc, on va sur le site clubimmobilier.ca pour le faire. Ensuite, demain, en présentiel, on reçoit Ray Junior courte manche. Donc, on a la chance de retourner en présentiel. Le mois dernier, on était quand même 300 personnes. Donc, c'est le moment pour venir faire du réseautage, venir apprendre, faire des contacts, échanger peut-être des deals, des opportunités. Donc, soyez présents. C'est demain à Montréal, au RIS, sur la rue Jarry. On a le 18 mai prochain en direct. On a notre soirée virtuelle avec Salon d'experts. Donc, belle occasion de rencontrer des experts dans leur domaine et leur poser des questions. Peut-être même faire des contacts. Isabelle Cyr, qui est au club, a rencontré son associé lors d'une soirée virtuelle comme ça. Souvent, les gens disent « Ah, il n'y a pas moyen de faire de contacts sans virtuel », mais sachez que c'est possible de le faire. Ensuite, le 28 mai, à Québec, c'est le cours numéro 4 du programme Élite. Donc, dernière chance de joindre le groupe de Québec. Donc, programme de coaching et mentorat sur 10 mois où on vous apprend plein de choses sur l'immobilier, comment faire des offres d'achat, comment faire de la recherche, de l'analyse, des visites des lieux, de la gestion d'immeubles. Bref, on passe à travers tout le processus pour bien faire les acquisitions. Ensuite, le 1er juin, en présentiel à Québec, donc c'est la mensuelle de réseautage, même principe qu'à Montréal, mais c'est à Québec le 1er juin. On a également la Semaine des millionnaires qu'on vous invite à considérer dans votre parcours d'investisseur. C'est du 21 au 28 janvier prochain. Donc, on se ramasse 150, 200 personnes à aller faire de la formation là-bas, à faire du réseautage, faire des contacts. Vraiment une belle semaine. On n'a pas besoin d'être millionnaire pour venir. On se met dans l'esprit millionnaire. Également, un groupe Facebook pour les femmes, donc les femmes en immobilier. Lise, ma conjointe, a créé le groupe des femmes, déjà 1200 personnes et on a la chance également d'avoir du soutien de Manon Paquette qui est avec Lise et qui font le vendredi, le 6 mai prochain. Donc, ils vont recevoir Claudia Bergeron, une investisseur à succès. Également, Roxane Bégin, qui est sommelière. Donc, il va venir parler des vins. Donc, beau moment entre vous, mesdames, à considérer le 6 mai prochain. Et dernière petite annonce, le groupe privé de Facebook, le groupe du club, dans le fond, on a la page où nos fans, on a 66 000 fans. On a un groupe pour échanger à un autre niveau. Il y a 6 000 personnes. Donc, on vous invite à aller sur Facebook, à joindre le groupe. Et voilà. Donc, Jean-Philippe, je ne sais pas si tu as eu la chance de cibler une question pour Marie-Ange. Yes, en passant, je vais juste faire du pouce sur la Semaine des millionnaires. Deuxième édition pour moi, bientôt la troisième. Je vais y être présent pour la prochaine. C'est à ne pas manquer, je vous dis. Et profitez-en pour la plupart du temps. Référez-vous à votre comptable. La plupart du temps, c'est déductible d'impôt, donc parce qu'on fait des formations là-bas. Donc, avoir un beau voyage en bonne compagnie, déductible d'impôt. Une question intéressante qui vient en fait de le programme APH Select, je présume, Lang, Steph, qui est un programme qui fait beaucoup jaser dans l'immobilier en ce moment, qui vient un peu sauver la hausse des taux pour dans plusieurs cas, plusieurs scénarios. La fameuse règle d'accessibilité, parce que dans l'APH Select, il y a un système de points, abordabilité, ensuite énergie et accessibilité. Donc, accessibilité, est-ce que tous les architectes sont relativement à l'aise avec cette norme B65118? Je ne vais pas parler pour tous les architectes, mais je vais parler pour moi. Oui. C'est parce que chacun a ses spécialités. C'est une norme avec laquelle je travaille avec des consultants. Donc, ça veut dire qu'il y a une base de la norme que je connais. Et puis, pour m'assurer de bien la mettre en œuvre, à ce moment-là, j'ai un consultant en accessibilité universelle qui vient entériner, valider les décisions. Donc, mais de façon générale, oui, il y a une base de la norme qu'on connaît. Puis, quand il y a des spécificités, on a un consultant qui vient nous aiguiller et valider. Parfait. Puis sinon, en attendant, j'en avais une autre de votre... Profitez-en, hein, si jamais vous avez des questions, ça arrive toujours, c'est toujours la même chose. On arrive à la fin du live, on n'a pas le temps de tout répondre. Donc, si jamais vous avez des questions génériques, évidemment, pas poser une question sur mon logement, générique le plus possible, instructive à tout le monde. Avoir travaillé avec plusieurs villes aussi, c'est intéressant de savoir est-ce qu'il y a des villes qui sont plus flexibles, est-ce qu'il y a des villes qui sont plus faciles à travailler?
Marie-Ange, est-ce que tu peux te connecter à ça? C'est intéressant, nous, au niveau des investisseurs, d'entendre ça. Je vais être Politically assez correct. Ouais. objective, mais en même Ouais. temps, je vais être politique aussi. Correct, correct. Dans le sens où il y a des villes qui sont plus faciles à rejoindre, par exemple. Parfait, Donc, il y a des villes qui quand même, je ne les nommerai pas, je vais juste être très générale, mais qui sont capables de vous répondre dans un délai de 24 heures pour vous donner les réglementations, savoir exactement combien d'étages est-ce qu'on peut construire, quelles sont les normes qui encadrent le projet. Donc, dans un délai de 24 heures, sont très rapides. Il y a certaines villes aussi qui nous permettent de pouvoir discuter directement avec la personne qui prend les décisions, ce qui n'est pas toujours le cas avec certaines villes où est-ce qu'on passe par des intermédiaires. Il y a certaines villes aussi qui acceptent de faire une revue des plans, même s'ils ne sont pas totalement terminés. Donc, on les émet un petit peu pour une demande d'opinion, à savoir est-ce qu'on est dans la bonne direction. Donc, oui, il y a des villes qui sont quand même plus, on va dire, plus complices des professionnels puis des particuliers. Mais je pense que c'est une question d'échelle. OK, on a essayé de tirer un peu d'informations. J'aurais une question. Entendu parler de Urbacheck. Est-ce que tu peux nous glisser un petit mot sur cet outil-là? Oui, tout à fait. Ben, avec plaisir. Urbacheck, c'est une seconde entreprise que j'ai fondée pour justement aider les professionnels, les investisseurs immobiliers à faire la vérification diligente des normes d'urbanisme avant même de signer l'offre d'achat. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de déceptions au moment où est-ce qu'ils avaient déjà signé la promesse d'achat et s'aligner à faire les travaux. Je donne un exemple d'un client qui a acheté un duplex puis qui avait la prétention justement de pouvoir transformer ça en unifamilial, puis c'était tout simplement interdit par le règlement. Donc, Urbacheck, l'idée, c'est de vérifier les réglementations avant même de faire l'acquisition immobilière. C'est gratuit ou il y a des frais? Il y a des frais rattachés à ça. Dépendamment de la grandeur du projet, mais aussi dépendamment du besoin du client. Est-ce qu'il a juste besoin d'être au courant des normes qui sont rattachées à son bâtiment ou à son terrain? Ou est-ce qu'il a besoin d'avoir un plan un petit peu... alors attention, c'est pas un plan d'arpenteur. On remplace pas du tout les arpenteurs, mais c'est plus un schéma du potentiel constructif. OK, intéressant. On retrouve ça sur ton site web, j'imagine? Alors, pas sur mon site web direct parce que c'est une entreprise qui est distincte de mes services d'architecte. C'est une entreprise vraiment à part. On peut le retrouver sur un lien que je te transmettrai prochainement. Je viens de le mettre. Je l'ai mis dans le chat, le Urbacheck. Okay. Jean-Philippe est toujours vite sur la gâchette. Toujours. Robin. Merci. Tout un Robin. Exact. Tout un Robin. Excellent. J'avais aussi noté, est-ce qu'il y a quelque chose dans l'actualité? Y a-t-il quelque chose, des nouveaux règlements ou des nouvelles normes ou quelque chose qu'il faut prendre en compte de façon plus présentement? Oui, ben, j'ai un top 3. Le top 1, ce serait le Code national du bâtiment 2015, qui est entré en vigueur. Qui inclut le Code de l'énergie 2015 et de façon très, très simple, là, ça vient rehausser la performance énergétique de l'enveloppe, de tout ce qui concerne les planchers, l'isolation des fondations, l'isolation des dalles sur sol, même ne serait-ce que le choix des fenêtres aussi au niveau de la performance énergétique. Donc ça, c'est quand même un gros changement pour les nouvelles constructions. Le top 2, c'est que vous avez sans doute dû voir qu'il y a des bâtiments patrimoniaux qui ont été détruits. Aujourd'hui, ça ne sera plus possible parce que le gouvernement a demandé aux municipalités de se doter d'un règlement. Il y en a certaines qui l'ont appliqué, je n'ai pas la liste exacte. Ce règlement, ça vise à demander à un promoteur immobilier qui fait l'acquisition d'un bâtiment et qui veut le détruire, de faire la preuve par une étude de caractérisation patrimoniale que ce bâtiment-là, il n'y a aucune valeur.
entre autres que c'est pas un bijou du patrimoine. Donc ça, c'est quand même assez important comme changement parce que ces bâtiments-là, ils sont définis dans un secteur patrimonial, donc un PIA ou un secteur protégé. Et c'est au promoteur, à l'investisseur de faire la démonstration qu'en le démolissant, ça ne porte pas intégrité au patrimoine culturel. Donc ça demande de rattacher des coûts supplémentaires et de trouver le bon professionnel pour l'accompagner. Souvent, ça va être des architectes spécialisés pour faire ça. Ça va être des historiens aussi. Alors, c'est de bien se préparer lorsque vous convoitez des propriétés dans un secteur patrimonial, de vérifier si la ville s'est dotée de ce règlement-là, parce que toutes les villes ont jusqu'à 2023 pour pouvoir l'appliquer. Donc ça, c'était mon top 2. Puis le top 3, on a parlé d'accessibilité universelle. Alors, dès à présent, pour les nouvelles constructions de 12 logements qui ont un rez-de-chaussée accessible, il va falloir aménager des suites, donc des logements qui sont adaptables pour des personnes handicapées. Alors, ça a quand même une réflexion et des coûts supplémentaires rattachés à la construction. Okay, tu parlais tantôt là, de Code national du bâtiment. Danny, qui aime bien les spécifications, il avait posé une question justement là-dessus par rapport au Code national du bâtiment. On espère, Danny, ça répond à ta question. Jean-Philippe, peut-être cibler une autre question pendant que je vais procéder au tirage. Parfait. Ben, en fait, il y a juste, est-ce qu'il y a un délai de grâce? En fait, je vais y aller avec la suite de Danny. Est-ce qu'il y a un délai de grâce à l'application de ce nouveau code du bâtiment-là ou est-ce que c'est en vigueur à partir de maintenant? Présentement, il est en vigueur. Le délai de grâce, il faut que je me rappelle la date exacte. Je le remettrai peut-être, je vous remettrai l'information plus tard. Mais il y a un délai de grâce qui prend effet à la première pelletée. Je pense que c'est juillet de 2023, si je ne me trompe pas. Mais je ne veux pas dire de bêtises, donc je vais retrouver l'information juste. All right. Pas de problème. Oui, effectivement, en passant, vous pouvez réécouter. Pour les gens qui ne savent pas, on peut réécouter le live par la suite. Et toujours dans la section vidéo de la page Facebook du club. Et les commentaires sont toujours accessibles. Donc, si jamais, Marie-Ange, tu permets de répondre aux commentaires, tu peux toujours le faire aussi par la suite en même temps. Excellent. Fait que Jean-Philippe, cibler une autre question pendant qu'on procède au tirage, qu'on peut revenir qu'une dernière question à Marie-Ange après qu'on ait nommé les 3 gagnants. Donc, pour ceux qui ont partagé le live et qui ont également indiqué le mot « partager » dans le chat, Lise peut peut-être partir le random. Premier prix qu'on fait tirer, c'est 250 $ de rabais applicable au programme Élite, donc le coaching et mentorat sur 10 mois. Et le gagnant est Jean-François Martel. Donc, félicitations Jean-François. Pour réclamer ton prix, tu contactes le service à clientèle au bureau du club ou tu vas sur le site du club et tu leur écris. Deuxième prix, c'est transformer des opportunités, des multilogements trop chers en opportunités. Donc, formation que Jean-Philippe donne ce soir et la gagnante est Jacinthe Légaré. Et le livre qui est un beau complément à la formation, donc le livre qu'on a coécrit, moi puis Jean-Philippe, et gagnante est... Ça semble être... OK, il y a comme un petit délai. Ouais, la roulette était coincée. Stéphane Campo, félicitations Stéphane, on te salue. On espère te voir demain à la mensuelle de réseautage. Donc, et voilà. Est-ce qu'il y a une question qui est rentrée pour Marie-Ange avant qu'on y aille à la finale? Il y avait, écoute, je vais y aller encore avec une question. Dali, merci de ta participation parce que c'est des questions intéressantes. C'est une question qu'on a passée au début, mais qui est quand même significative. Quand on parle de passer de 3 étages, pardon, c'était pas celui-là. Désolé, j'ai pris le mauvais, voilà. Donc, avec 3 étages versus 4 étages, 4 étages, 5 étages, 6 étages, est-ce que les coûts augmentent significativement? Est-ce que oui, définitivement. Oui. Définitivement, ça augmente. Puis en plus, si c'est du résidentiel, il y a le système de protection avec des gicleurs, donc il faut tenir compte. Donc c'est sûr que ça vient augmenter les coûts de construction, ne serait-ce rien que par le système de sécurité incendie. Est-ce que ça répondait à la question? Ascenseur, je crois aussi. Hein, Ascenseur aussi, tout à fait. Accessibilité
universelle des logements, puis la hauteur du bâtiment qui prend en compte des exigences, justement, effectivement. Puis tout ce qui concerne la protection des séparations coupe-feu, les issues aussi, le système d'issues, parce qu'il peut y avoir certains allègements avec un 3 étages qu'il n'y aurait pas avec un 6 étages. Il y a aussi une partie, un 3 étages, ça répond à une partie du code qui peut être moins restrictive qu'un 6 étages, tout dépendamment aussi de la surface. Donc oui, en fait, ça va être une augmentation des coûts à cause des exigences du code de construction. OK, intéressant. Et Marie-Ange, une dernière question de mon cru. Et si tu n'es pas à l'aise de répondre, c'est pas grave, on répond dans le chat plus tard. Mais actuellement, les coûts de construction, je sais que ça peut varier d'un paquet de choses, là, mais grosso modo, bois, briques, béton, on est à combien le pied carré grossièrement ces temps-ci? Ouais, c'est une question à laquelle je répondrai pas pour pas m'enfarger et me fâcher avec justement tous les fournisseurs, Ouais. parce que je sais que les coûts des matériaux ont beaucoup changé. Puis pas juste les coûts des matériaux, mais aussi la main-d'œuvre. Donc, et puis ça dépend aussi du projet, ça dépend du site, ça dépend de quand est-ce que tu le construis, est-ce que c'est en été, en hiver, tout ça, ça joue là-dessus. Les coûts des matériaux en eux-mêmes sont quand même relativement standard, mais je ne m'enfargerai pas sur cette question-là. Pas de problème, je m'essayais. J'essaie des fois. Pas de problème. Je suis comme le fou du roi, moi, ici. C'est moi qui envoie les cartes. OK. C'est moi à savoir pour la prochaine fois s'il y en a une. Excellent. Donc, mot de la fin pour toi, Marie-Ange. Peut-être un conseil ou un petit truc ou un message que tu veux passer aux investisseurs que tu aimes beaucoup? Oui, tout à fait. Mais écoutez, moi, le conseil que je vous donnerais, c'est de vraiment devenir complice avec votre professionnel, dans le sens où si c'est un architecte, par exemple, il sera en mesure de faire les vérifications diligentes pour être en mesure de vous accompagner en amont du projet. Vous n'êtes pas forcément obligé de lui confier un mandat complet, mais au moins de commencer avec une faisabilité et d'y aller par étapes. Ensuite, c'est de bien définir vos besoins. Est-ce que vous avez besoin d'être accompagné du point A jusqu'au point D, sachant que c'est la planche à dessin jusqu'au chantier. Donc, ce serait de vraiment bien communiquer vos besoins pour faire en sorte qu'ils puissent vous accompagner de façon diligente. Excellent, excellent. Hey, merci beaucoup, Marie-Ange, de ton temps. Ça m'a fait plaisir. Bienvenue dans la grande famille du Club d'investisseurs immobiliers. Donc, on est très content de te compter comme partenaire corporatif. J'espère que les gens vont faire appel à toi et que je suis convaincu que tu vas être capable de leur rendre les services dont ils méritent. Merci beaucoup, Marie-Ange, d'avoir été là. Merci. Très apprécié. Jean-Philippe, un petit mot de la fin. J'y vais des mêmes remerciements. On faisait des blagues là, au niveau du fou du roi, mais j'ai adoré les réponses. Merci, Marie-Ange. Ça paraît que tu es très connaissante et très politically correct, ce qui est très, très bon aussi. Ce qui est très, très bon aussi avec les discussions avec les villes. Fait que merci, j'ai appris plein de choses. En fait, c'est un domaine que, honnêtement, je connais un petit peu moins, étant dans la rénovation plutôt que dans la construction là. Mais c'était super intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, fou du roi. Donc, merci beaucoup à tous d'avoir été là. Ça conclut ce 98e lunch immobilier. On se revoit la semaine prochaine, 9 mai. On reçoit Laurent Cardinal, cofondateur de Plan Point. Donc, un petit peu dans la même lignée que le sujet d'aujourd'hui. On va parler là, d'architecture, de plan. On va parler d'un bel outil que vous allez voir. Vous allez découvrir un bel outil la semaine prochaine. Donc, merci beaucoup à tous d'avoir été là, à tous et à toutes. Et bonne semaine immobilière. Go, go, go!